Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la deuxième partie de mise en carton de mes livres en prévision de mon futur déménagement. Et dans cette vidéo, on va parler de ces deux petites étagères qui sont dans mon salon et également de la bibliothèque qui est dans mon bureau. Dans laquelle il n'y a pas beaucoup de livres, il y a surtout beaucoup de classeurs, d'anciens cours que j'ai fait, et puis les livres qui y sont, c'est pas tellement de la fiction, c'est surtout des livres d'études. Voilà, des livres que j'ai acquis pendant mes études, qui m'ont été utiles pendant les études. Eh bien, je vous propose de commencer maintenant. Alors là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de logique dans ce que j'ai installé sur ces étagères. Je pense que j'ai privilégié surtout l'esthétisme, en essayant de mettre un peu de couleur. Alors, je vais vous montrer ce livre. Je pense pas qu'il soit très connu, et je l'ai pas encore lu. Il s'agit de La légende d'un dormeur éveillé de Gaël Nohan, dont j'avais lu La part des flammes, que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup son style, même si j'étais très réservée sur la fin, que j'avais pas beaucoup aimé, je me suis dit bon, bof. Légende d'un dormeur éveillé, c'est un roman sur le poète Robert Desnos. Je vais vous montrer aussi un recueil de poèmes, Lettres aux jeunes poétesses. C'est donc un recueil de poèmes de poétesses à l'intention de jeunes poétesses, et donc c'est forcément une référence à la lettre à un jeune poète de Rilke, voilà. J'en avais lu quelques-unes, il faudrait que je le finisse, que je le poursuive, j'avais bien aimé. Alors très clairement, je connais aucun des noms. Comme je suis pas, très fan de poésie, je m'intéresse pas aux poètes et poétesses d'aujourd'hui. Il y en a juste une qui me dit quelque chose, c'est Chloé Delhomme, mais dont j'ai rien lu. Après, tous les autres noms, je les connais pas. J'ai réuni quelques écrits féministes sur ces étagères, donc on a notamment deux essais sur le féminisme en rapport avec la question de l'argent, avec tout d'abord Le prix à payer, que j'avais beaucoup aimé, de Lucille Quillet, et le très connu Le coût de la virilité, de Lucille Pétavin. Donc deux essais vraiment très accessibles pour tout le monde. Je peux également vous parler dire un petit mot sur Robert Merle, que j'aimerais beaucoup lire. J'avais commencé La mort et mon métier. Dans La mort et mon métier, on suit l'histoire d'un personnage à qui Himmler a demandé d'exécuter la solution finale. Voilà. Alors, je me suis arrêtée à peu près la moitié, parce que je trouvais que c'était trop long. On s'attarde énormément sur son enfance, en fait, sur son enfance, son adolescence, son parcours de vie, avant d'arriver vraiment au sujet du livre. Et je trouvais ça trop long. Et j'ai acheté juste le tome 1 d'une saga qui est très populaire. Alors la saga porte le titre de son premier tome, Fortune de France, et c'est une saga sur l'histoire de France, et apparemment c'est très très bien. Il y a 13 tomes en tout. Je vais également vous parler de ça. Alors, c'est quoi Le Monde selon Étienne Klein? Alors c'est mon ami de la fac qui aimait beaucoup écouter à la radio sur France Culture Étienne Klein, qui est un universitaire physicien. Et là ici on a en fait le recueil de toutes ses chroniques sur France Culture, dans lesquelles il vulgarise des notions de physique avec humour et beaucoup de pédagogie. Ces chroniques duraient 6 minutes, donc en fait à chaque fois ça fait 2 pages, pas plus, enfin 2 pages, 4 pages en tout quoi. Un joli petit recueil de Victor Hugo, Morceaux choisis, donc c'est vraiment des poèmes pris dans l'ensemble de ses recueils, dans l'ensemble de son œuvre poétique. Et Victor Hugo, c'est peut-être le poète que j'aime le plus, alors même que je suis pas très poésie. Je trouve que c'est une poésie très accessible, et puis peut-être qu'elles sont accessibles également parce qu'elles racontent toutes des histoires. Voilà. Non, j'aime bien. Histoire de la misogynie, le mépris des femmes de l'Antiquité à nos jours. Alors pareil, je me suis arrêtée. En fait, j'étais très frustrée parce que je trouvais qu'elle laissait beaucoup de questions en suspens. Ma curiosité n'était pas satisfaite entièrement, donc je m'étais arrêtée très vite. On passe vraiment d'un siècle à un autre très très rapidement. Donc je sais pas si je vous le conseille en fait, je sais pas. Faudrait que je le finisse. Maintenant, on va passer rapidement au deuxième étage. C'est Guide de la Rome antique. En fait, c'est un livre humoristique. C'est une sorte de guide à l'intention de personnes de l'Antiquité, qui habitent, qui vivent dans l'Antiquité et qui souhaitent vivre, en gros, la capitale. Du coup, ça se présente vraiment comme un guide, comme le guide du routard, en gros. Et on a plusieurs parties. Donc on a une première partie sur comment se rendre à Rome. Et du coup, ça permet d'aborder des questions sur le transport dans l'Antiquité. On a une troisième partie, une fois sur place. Où pouvez-vous séjourner? Hébergement, les équipements sanitaires, les urgences médicales, les codes vestimentaires à respecter. Vous avez une cinquième partie sur le shopping, donc où faire ses courses, ses achats, etc. Une septième partie sur les spectacles et distractions, donc là c'est une partie sur le Colisée, le cirque, le théâtre, etc. Et on a aussi une partie sur les maisons closes. Les monuments incontournables et les balades romaines.
Voilà, et ça se termine par cartes, les phrases utiles, et voilà. Crédit photographique, ah oui, parce qu'il y a quelques... Alors ça me fait rire, les crédits photographiques, parce que je crois que c'est des reconstitutions en vrai. Ah là là, ils sont bêtes. Mais donc ouais, non, en fait c'est très rigolo à lire. Il faudrait que je le relise, ça fait très longtemps que j'ai pas lu, mais du coup on apprend plein de trucs. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Alors, je peux vous parler aussi de ça. Lady Sapiens, que j'avais bien aimé. En fait, la préhistoire, j'aime bien cette période parce qu'on en sait... Enfin, c'est pas qu'on en sait à peu près rien. Enfin, moi, j'en sais à peu près rien. J'aimais beaucoup de mystères, en fait. Et donc là, on aborde la question de la femme dans la préhistoire. Une de celles qui a écrit cette œuvre, c'est Jennifer Kerner, qui est une chercheuse au CNRS, et elle tient également une chaîne YouTube. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Bones Archéologie, un truc comme ça. Et elle est très drôle. Une très jolie édition de Jane Austen, de Northanger Abbey, dans l'édition Hauteville, que ma sœur m'avait offert. Et il y a quelques illustrations dedans. Alors, Les Mille et Une Nuits, j'ai essayé de le commencer. J'étais très surprise par le début. C'était indécent. Mais vraiment, indécent. Moi, je m'attendais à Sinbad, voilà, machin, des petites histoires, celles qu'on raconte aux enfants. Mais pas du tout. Ne mettez pas tout de suite Les Mille et Une Nuits version complète entre les mains de vos enfants. Alors, ça commence direct par une scène de sexualité très crade. Waouh. Voilà. Bon, à lire. Bon, je vous montre pas La Passe Miroir, c'était super. J'ai surtout aimé les 2 premiers tomes. Ça aussi, Libre comme une déesse grecque, que j'avais beaucoup aimé. Laure de Chantal propose une relecture de la mythologie en s'intéressant donc aux femmes. Et c'est très intéressant parce que du coup, elle essaie de nous débarrasser de notre regard contemporain, des interprétations que nous, là, aujourd'hui, on pourrait donner à certains mythes, mais qui sont pas du tout l'interprétation que donnaient peut-être les personnes de l'Antiquité. Et il y a notamment un personnage mythologique féminin intéressant, c'est le personnage de Méduse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réécritures autour du personnage de Méduse, et souvent on présente ce qui lui est arrivé comme une punition, pour dire voilà, encore une fois, les femmes sont punies alors qu'elles sont victimes. Et là, elle prend le contre-pied, et elle dit bah non, en fait, il faut pas vraiment lire ce mythe comme ça. Ce qu'Athéna a fait à Méduse, ce n'est peut-être pas une punition infligée, mais c'est plutôt une façon de libérer Méduse du regard masculin en la défaisant de toute beauté, en faisant en sorte qu'elle ait une figure effrayante. C'est une protection en fait. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on trouve là-dedans, je trouve ça très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Bon, La Surprise de l'amour, comme ça, elle est toujours à disposition parce que j'adore cette pièce. Alors là j'ai mis également pas mal des Sœurs Brontë. Alors dans une très jolie édition des Hauts de Hurlevent. Alors les Hauts de Hurlevent, c'est vraiment une lecture qui m'a fortement remuée. Alors il m'a déçue dans le sens où il a déçu mon horizon d'attente de départ, où je m'attendais un peu à du Charlotte Brontë et à du Jane Eyre, que j'adore. Donc quand je l'ai refermé, je me suis dit « Oh non, c'est pas possible », j'étais presque en colère. Bon, presque en colère en fait qu'on ait pu présenter ce livre comme une histoire d'amour. Il n'y a rien qui ressemble à une histoire d'amour. J'ai été en fait très remuée, et très étonnée et très surprise de tout ce qu'Émilie Brontë a mis dans ce livre. Avec le recul, en fait, j'aime bien ce livre. Mais c'est juste que ma première réaction, ça a été « Ah non, on m'a menti, en fait. On ment à tout le monde, on présente ça comme une histoire d'amour. » Mais pas du tout. Où est l'histoire d'amour? Mais à côté de ça, j'ai été impressionnée, en fait, par toute la violence qu'il y a dans ce livre. Il y a de la violence physique, il y a beaucoup de violence psychologique, surtout. Et là, on parle d'une histoire de domination, d'emprise, voilà. Et du coup, c'est quand même une œuvre très précieuse pour moi. Les Hauts du Hurlevent, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de réussir à le lire. À chaque fois, je m'arrêtais à peu près au même moment, parce qu'au début, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Enfin, moi, j'arrivais pas à comprendre. En fait, il y a plusieurs personnages qui s'appellent Catherine. Je dis mais qui est qui? Je comprends rien. Enfin voilà, il y a beaucoup de confusion. Et à chaque fois, je m'arrêtais à un épisode où je dis mais je m'attendais pas à tant de violence. Et pouf, je m'arrêtais. Et puis un jour, je me suis dit non, tu continues. Et j'ai continué. Et finalement, c'est une lecture hyper mémorable en fait. Alors les poèmes d'Émilie Brontë que j'aime énormément. Le poème que je préfère, c'est « Il devrait n'être point de désespoir pour toi ». C'est un très joli poème. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi. Bon, Jane Eyre, je vous le montre pas. Maintenant, venons-en à la petite sœur Anne Brontë, avec La Dame du Manoir de Whitefell Hall et Agnès Gray, que j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout aimé celui-ci.
mais j'ai été très agréablement surprise de découvrir ces deux œuvres. Et celle-là, je la trouve tellement moderne, elle aborde des questions. Je dis mais déjà à cette époque-là, en fait à chaque fois je suis impressionnée. Parce qu'on estime souvent que c'est une question qui n'est abordée que très tardivement, au 20e, 21e siècle. Bah non, déjà au 19e siècle c'était abordé. Et puis moi aussi parfois je suis super impressionnée de trouver des questions qui sont soulevées dans des pièces de l'Antiquité. Je dis bah déjà à cette époque-là on réfléchissait à ça quand même. Enfin je sais pas. Et donc là très impressionnée. J'ai beaucoup aimé La Dame du Manoir de Whitefay Hall. Je vous le conseille. Alors, je reviens vous bassiner avec mes souvenirs de fac, la vraie, et ce fameux cours de la Renaissance sur l'humanisme et l'éducation. Et il y avait un extrait qu'on a étudié, qui fait partie de mes extraits de la littérature française préférée. Et il s'agit de l'introduction de la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur mes extraits préférés. On verra, mais je trouve ça sublime. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin sur l'évocation de mes souvenirs de fac. Toujours pour ce même cours, un autre texte que j'adore, que je vous conseille, c'est Discours de la servitude volontaire de la Boétie, qu'on appelle également le discours contre 1. Aux éditions Minuit, ça coûte pas cher du tout. Là, alors, à l'époque, ça m'avait coûté 2,50 €. Donc ça, c'est un texte que le mec a écrit à 16 ans au XVIe siècle, et c'est un texte, je trouve, toujours d'actualité. Le discours contre la servitude volontaire, c'est un discours pour encourager les gens en fait à se lever contre une personne qui souhaiterait prendre le pouvoir et imposer des choses en fait qui ne conviennent à personne en fait. Et oui, c'est trop bien, lisez-le. Alors, petit point culture, la Boétie, c'était le meilleur ami de Montaigne. Et Montaigne, quand il a dit cette fameuse phrase « parce que c'était lui, parce que c'était moi », en fait, il parlait de son meilleur ami, la Boétie, qui est mort assez jeune. Alors, publié en 1576, le discours de la servitude volontaire est l'œuvre d'un jeune auteur de 18 ans. Pardon, je lui avais enlevé 2 ans, excusez-moi. Ce texte, ô combien actuel, je confirme, analyse les rapports maître-esclave qui régissent le monde et repose sur la peur, la complaisance, la flagornerie et l'humiliation de soi-même. Leçon politique mais aussi leçon éthique et morale, la Boétie nous invite à la révolte contre toute oppression, toute exploitation, toute corruption, bref, contre l'armature même du pouvoir.
bonjour, on se retrouve le lendemain matin pour la bibliothèque de mon bureau. Donc comme je vous le disais, dans cette bibliothèque il n'y a pas beaucoup de livres et les livres sont surtout des livres universitaires on va dire. J'ai dû acheter pour mes études, je vais surtout m'arrêter sur quelques-uns. Alors on va commencer par l'étagère du haut. Alors l'étagère du haut, il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est surtout de la grammaire etc. Je vais vous parler de celui-ci, de ces deux-là et de celui-là. Alors, un livre qui n'a rien à voir avec mes études, que je n'ai pas encore lu. J'ai l'impression que je vous parle surtout des livres que je n'ai pas lus. C'est pas grave. Il s'agit d'un livre de Michel Pastoureau, Le roi tué par un cochon. Alors Michel Pastoureau, c'est un universitaire, un historien on connaît surtout pour ses ouvrages sur les animaux, sur les couleurs, sur les emblèmes. Alors je vais vous lire le résumé en 4e de couverture. Le bleu est la couleur de la France, tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que le choix de cette couleur est dû à un vulgaire cochon domestique qui, vagabondant dans une rue de Paris, causa la mort du fils aîné du roi Louis VI le Gros en 1131. Cette mort accidentelle, provoquée par un animal impur, apparut aux contemporains comme une souillure infâme jetée sur la monarchie et sur le royaume. Pour effacer cette souillure, ce dernier fut placé sous la protection de la Vierge, à laquelle on emprunta 2 de ses attributs iconographiques pour créer les premières armoiries royales, le lys et l'azur, symbole de pureté. Peu à peu, ce bleu marial devint la couleur de la France, il l'est encore aujourd'hui. Donc ça doit être très intéressant à lire. Alors, un livre qui s'adresse à tous, bien que le titre semble être plutôt à l'intention des enfants, Chevalier et chevalerie expliqués à mes petits-fils, d'Alain Desmurger. Et là, pour le coup, je l'ai lu, en fait, c'est un dialogue, c'est des questions-réponses. On imagine les questions d'un enfant sur la chevalerie, en fait, c'est une discussion. Et c'est très très bien en fait, surtout quand on n'est pas soi-même historien, qu'on n'a pas une volonté d'entrer à tout prix dans les détails, mais de battre en brèche quelques préjugés, quelques a priori, quelques idées reçues qu'on a sur la chevalerie, avec cette image véhiculée surtout par le cinéma et la fiction, eh bien je trouve que c'est une lecture qui est bonne pour tous les âges en fait, et qui est très intéressante. Et qui nous fait arriver à un niveau de détail qui est acceptable pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste et qui ne souhaite pas particulièrement l'être, ou qui peut être une bonne introduction pour aller plus loin en fait, et que la lecture d'ouvrages plus précis soit plus facile parce qu'en fait on maîtrise déjà des bases, quelques premiers détails. Un livre dont j'ai lu seulement une partie et je me l'étais procuré lors de mon master littérature jeunesse, c'est Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Je sais que la psychanalyse ne fait pas forcément l'unanimité et qu'elle peut être remise en cause, mais pour le coup j'ai trouvé que rien que ce début était très intéressant. Les contes de fées ne traumatisent pas leurs jeunes lecteurs, ils répondent de façon précise et irréfutable à leurs angoisses, les informant des épreuves à venir et des efforts à accomplir. Tel est le postulat de ce livre majeur où Bruno Bettelheim nous éclaire sur la fonction thérapeutique des contes pour enfants et adolescents. Grâce à cet ouvrage, illustré d'exemples tirés d'un patrimoine sans âge, des mille et une nuits, attention en version peut-être un petit chouïa censuré peut-être, des mille et une nuits aux frères Grimm, de Cendrillon à Blanche-Neige et à La Belle au bois dormant, nous n'avons plus le même regard sur ces contes de fées qui offrent aux enfants une chance de mieux se comprendre au sein du monde complexe qu'ils vont devoir affronter. Et moi la petite partie que j'avais lue, ce dont je me souviens, c'est une partie notamment donc il se base vraiment sur des cas concrets, et ce dont je me souviens, c'est qu'il nous racontait que il y avait un petit garçon qui était fasciné, obnubilé par le conte d'Hansel et Gretel. Et il se trouve que ce petit garçon, en fait, est un petit frère. Il a une grande sœur, et que l'histoire d'Hansel et Gretel met en scène une grande sœur et son petit frère, et qu'à un moment donné de l'histoire, c'est le petit frère qui va sauver sa grande sœur, qui va agir comme un grand. Et il y avait cette question-là qui semblait le tourmenter, ou un questionnement qu'il avait vis-à-vis de son statut de petit frère par rapport à sa grande sœur. Et voilà, c'est des choses bêtes en fait, c'est que on peut avoir l'impression que le conte soit n'a pas grand intérêt, ou que l'intérêt du conte se trouve à tel point de l'histoire, alors qu'en fait l'enfant lui voit tout autre chose par rapport à son propre vécu en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant à lire dans son intégralité pour se faire un avis véritable sur le livre. Et alors là, bon, c'est souvenir de fac mais pas très heureux, c'est L'enfer des étudiants de lettres classiques, le précis d'accentuation grecque. Bon, autant vous dire que je ne comprends rien à cette question. Ensuite, alors, la deuxième étagère, autant vous dire que nous n'allons absolument pas nous y attarder puisque ce sont des dictionnaires en tout genre.
Ensuite, on va peut-être s'arrêter sur cette étagère-ci. Il y a quelques livres que je souhaite vous montrer. Alors vraiment juste pour information, c'est en fait en licence on a 2 manuels, un pour apprendre le grec, celui-ci, Initiation grec ancien. Je sais pas si jamais ça vous intéressait de commencer à étudier les langues anciennes, et c'était aussi Initiation à la langue latine. Et ça c'est des manuels qui nous ont accompagnés toute notre licence. Alors ici c'est un petit livre, je pense que je m'étais acheté quand j'avais été faire une visite à Rome, quand j'étais au lycée, avec l'idée que si un jour je devenais professeur, pareil ça pourrait être utile aux élèves, et puis surtout moi ça m'amusait beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de choses. Vous savez c'est le genre de livre avec des calques avant-après sur les vestiges romains, voilà. Donc là c'est aujourd'hui, est-ce que ça donnait avant? J'adore ça moi. Aujourd'hui, mais est-ce que c'était avant? Hop. Voilà, des ressources qui permettent de se faire une représentation visuelle de ce que pouvait vraiment, à quoi pouvait vraiment ressembler une ville dans l'Antiquité. Bon, j'adore ça. Alors ça, c'est un petit livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville, Les secrets de l'archéologie. C'est tout petit, c'est tout fin, ça nous explique toutes les techniques des archéologues, les techniques de fouille et ensuite les techniques d'analyse, ce qu'ils en tirent. Donc technique de fouille, vous voyez, je trouve ça cool, ça doit être intéressant. Alors un livre qu'il faudrait vraiment que je regarde plus, parce qu'il est vraiment génial, c'est Histoire du théâtre, dessiné de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays, de André Degaine. C'est un livre avec énormément d'informations, donc c'est très très dense, il y a beaucoup de détails, mais qu'est-ce que c'est beau. On a sur le théâtre du Moyen-Âge, les personnages types de la commedia dell'arte, la façon dont ils sont habillés, ce qui les caractérise. Si vous aimez le théâtre, c'est vraiment un petit bijou. Donc on a des focus sur des auteurs, donc là sur Musset par exemple. Là on a des petits repères en Angleterre, Espagne, Italie, France, Allemagne, à peu près vers les mêmes périodes, qu'est-ce qui se passait de façon simultanée. Donc ça c'est ce qu'on peut trouver en fait sur les marchés d'occasion. Donc là par exemple on a un texte de l'Odyssée mais qu'en grec. Donc là je vous montre. Donc là nous n'avons que du grec et ce qu'on a en dessous c'est des notes pour nous aider. Et voilà. Alors là il était utilisé puisqu'il a fait de la scansion. Que j'ai trouvé sur les orateurs attiques. Là je voulais vous montrer du coup mes autres tomes de la collection signée. Je vais vous en montrer 2 qui sont particulièrement sympas. Vraiment ils se sont donnés. On a par exemple Hocus Pocus à l'école des sorciers. C'est chouette. Que des extraits de la littérature antique sur la sorcellerie. Et puis vous en avez un autre par exemple sur Paranormal Antiquité. Qui est chouette aussi. Je pense qu'ils se sont bien amusés en fait pour faire ce recueil d'extraits. Parce que là je regarde un peu les titres des chapitres. Alors on a Évadé des ténèbres avec les mâles morts, puissance démoniaque. Une deuxième partie sur les belles âmes, les anges gardiens et les bons génies. Alors il y a un chapitre qui s'appelle Sixième sens. Briser la loi du silence, vision d'horreur. Un chapitre quatrième dimension. Un cinquième chapitre plaisir de la chair. Nourrir les morts, se nourrir des morts, ô mon Dieu. Amour de fantômes. Une sixième partie message de l'au-delà. Une septième partie guerre et paix sur soif de vengeance, tabou et vaudou, possession. Avec les posséder et exorciser les démons. Vraiment ça a l'air chouette, j'aime bien. Donc voilà pour cette petite étagère. Ensuite on va passer à la suivante. Alors là je vais pas vous montrer grand chose non plus. Je vais vous montrer ça, ça et ça je pense. Alors le premier que je voulais vous montrer c'est l'Antiquité retrouvée. En fait si vous voulez c'est un peu sur la même thématique que ça en fait. Avec le système des calques, mais là c'est que sur le dessin. Donc l'Antiquité retrouvée dessinée par Jean-Claude Gaulvin. Donc il nous dessine en fait ce à quoi pouvaient ressembler les grandes villes de l'Antiquité. Donc là par exemple on a l'acropole d'Athènes, des jolies choses. Bon là c'est les doubles pages mais par exemple Rhodes. Et alors il s'intéresse aussi bien à Rome et à Athènes mais à tout l'Empire romain, au Moyen-Orient, etc. Donc on a Babylone, Alexandrie, ça on reconnaît bien, c'est Delphes. Il me semble. Ouais c'est ça, Delphes. J'ai bien reconnu, c'est incroyable. Alors je suis très contente d'avoir trouvé ce livre parce que c'est vraiment une référence. C'est les mythes grecs de Robert Grave aux éditions Fayard. Alors là, c'est un gros livre dans lequel j'ai investi mais je ne regrette pas puisqu'il m'a coûté 50 €. C'est les romans grecs et latins.
Ils sont assez méconnus en fait. Les romans grecs surtout sont assez méconnus. Moi j'ai fait mon mémoire de master sur la Callirhoé de Chariton. Et j'avais beaucoup aimé, et je sais qu'à l'agrégation, une année à l'agrégation était tombée Achiltatus avec Leucippe et Clitophon. Moi pour l'instant j'ai lu Callirhoé de Chariton, donc ça je le connais bien. J'ai lu Les Métamorphoses d'Apulée, Daphnis et Chloé de Longus. Alors, il me reste à lire Xénophon d'Éphèse avec les Éphésiaques. Alors, le Satyricode de Pétrone, je pense que je l'ai lu, mais j'avais pas trop apprécié, faudrait que je le relise à l'occasion. Il me faudrait que je lise Leucippe et Clitophon d'Achiltatus et les Éthiopiques d'Héliodore. C'est un livre d'autant plus précieux que ce que je vous ai cité, donc les Éphésiaques, Leucippe et Clitophon, les Éthiopiques, on trouve pas en fait, je ne pense pas qu'on les trouve en folio en fait, ou alors il faut les acheter en édition belles lettres, en version bilingue, très très cher, donc là comparativement c'est pas cher du tout en fait. Et c'est super bien les romans grecs, enfin moi j'aime bien. Je ferai un point, je ferai une vidéo point sur les romans grecs, mais si vous voulez c'est à chaque fois des sortes de romans d'amour, mais c'est surtout des romans d'initiation, de passage de l'enfance à l'âge adulte en fait, ou des romans dans lesquels le couple se construit. Et c'est hyper intéressant. Moi, mon mémoire il portait sur Callirhoé de Chariton, sur l'intertextualité homérique. En fait, ce roman fait énormément de références à l'Iliade et à l'Odyssée, et il s'approprie ces références d'une manière qui sont très intéressantes, qui peuvent être interprétées d'une certaine façon. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Alors l'intertextualité, quand j'ai découvert, c'était en master sur une matière de recherche, ça a été une vraie découverte pour moi, j'ai adoré. Et c'est pourquoi j'ai décidé de trouver un sujet mémoire qui prenne pour sujet l'intertextualité d'un texte. L'intertextualité, c'est tout simplement les auteurs tissent des liens avec les autres textes, avec les autres auteurs. Il y a une discussion entre les différentes œuvres en fait, et ces liens que l'auteur tisse avec d'autres livres qu'il a lus auparavant et qui apportent du sens à l'œuvre qu'il écrit, elles peuvent être de plusieurs types. Donc on a, ça peut aller de l'allusion à la citation pure et simple, à la comparaison, enfin il y a plein de choses en fait qui font qu'on peut repérer ici de l'intertextualité. Voilà. Alors, ensuite on passe à celui qui est ici, et là je pense que je ne vais vous montrer, ouais, peut-être 2-3 livres. Allons-y. Toujours pareil, sur la même idée que mes deux autres livres sur la représentation de la Rome en dessin en fait. Ici c'est un National Geographic sur la Rome d'Auguste. Ce que j'aime bien aussi, c'est que par exemple dans les représentations, par exemple, ici d'un temple, il montre bien que c'était en couleur et que c'était pas blanc. En fait j'ai été émerveillée le jour où j'ai appris que les statues en fait étaient colorées et qu'elles n'étaient pas toutes blanches. Je sais pas, je trouvais que ça ajoutait une dimension supplémentaire et que peut-être en fait l'Antiquité ressemblait peut-être plus à ce qu'on s'imagine de l'Inde, version exacerbée, mais c'est sûrement pas toutes ces constructions du 19e siècle qui cherchaient à retrouver l'Antiquité et qui n'ont fait que des monuments blancs, des statues blanches sans couleur quoi. C'est trop bien, moi j'adore. Je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça un gros bouquin sur la naissance de la Grèce de Minos à Solon. En fait, à la fac on étudie surtout la Grèce classique, mais la Grèce ancienne, tout comme j'ai l'impression la préhistoire me fascine parce que je connais pas, et je trouve l'art de la Grèce ancienne très très belle. Vous voyez, c'est par exemple cette statue avec ce léger sourire et les traces de couleurs, ces fresques. Alors l'art crétois aussi, je le trouve magnifique. Voilà. Bon. Des choses que je dois étudier, mais ça prend du temps. Alors, enfin, dernier gros investissement que j'ai fait quand j'étais étudiante encore, ça m'a coûté 50 balles, mais je suis contente parce que après c'est un travail de fou, donc voilà, c'est le prix à payer. C'est Mythes de la Grèce archaïque, et en fait c'est une anthologie de toutes les versions d'un même mythe qui existe. Alors parce qu'un mythe n'existe jamais en une seule version, on a toujours plusieurs écrits qui rendent compte de plusieurs versions avec une fin qui est différente, des personnages qui interviennent qui sont différents. Donc il y a les textes, mais il y a aussi toute l'iconographie en fait. Donc on peut trouver sur les vases peints une version du mythe qu'on ne connaissait pas. Alors le livre de Timothy Gantz comble un grand vide. Il manquait en français un ouvrage présentant les mythes de la Grèce archaïque dans toute la complexité de leurs variantes sans pour autant s'éloigner d'un vaste public.
On trouvera ici le fruit d'une récolte exceptionnelle prenant en compte les sources textuelles et iconographiques antiques de manière critique et raisonnée. L'auteur recense cycle par cycle les variantes des mythes que proposent les œuvres littéraires et les représentations figurées, en particulier la céramique, de la Grèce antique, donnant ainsi accès à des sources d'ordinaire inaccessibles aux non-spécialistes. Voilà. Alors là, on trouve très clairement, ici, des livres que j'ai repêchés, qui étaient destinés à être vendus, qui n'ont pas été vendus, et finalement je me dis bon, non, je les récupère. Donc il y a le fameux Assommoir de Zola, qui n'avait pas trouvé preneur de toute évidence. Alors la peau de chagrin, le début je le trouvais lent et lourd. Mais on ne sort jamais de cet antiquaire, c'est chiant. Et il y en a qui aiment beaucoup ce style-là, mais moi je sais pas, au moment où j'ai lu, ça m'est sorti par les trous de nez, j'en pouvais plus. Et alors là, il y a de la Comtesse de Ségur. En fait, zoom. Mon entrée dans la littérature, je pense, c'est vraiment fait avec la Comtesse de Ségur et les Malheurs de Sophie. Quand on allait à la bibliothèque, je prenais une tonne de J'aime lire. J'étais sur J'aime lire et que sur J'aime lire. Et puis un jour, on m'a mis entre les mains les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Je dis bon bah ouais, s'il veut que je le lise, je vais le lire. Et ben j'ai lu, et puis j'ai aimé. Et j'étais complètement happée par les aventures de Sophie, par ses relations avec sa mère, avec sa belle-mère, son rêve d'avoir pour mère la mère de Camille et de, bon, je sais plus, et de Madeleine. Donc j'ai lu Les Malheurs de Sophie, ensuite j'ai tout de suite lu Les Petites Filles modèles et Les Vacances. Et ça a été ma vraie première plongée dans la littérature, je pense, je trouve. Et en fait, plus tard, ma mère m'avait acheté ça, elle l'avait eu... elle avait acheté à Intermarché et je n'étais jamais vraiment intéressée, puis c'est très crade, j'ai jamais réussi à revoir ouais c'est un peu crade, hein. Jamais réussi à revoir les étiquettes, enfin, des étiquettes comme ça me saoule. Donc là c'est Comédie et Proverbes et Après la pluie le beau temps. Non, il faudrait que je m'y intéresse. Alors là on va passer ici, je vais juste vous montrer quelques albums jeunesse que je m'étais procuré justement l'année de mon étude, de mon master en littérature jeunesse, et j'ai fait 2 découvertes que j'ai beaucoup aimées, notamment, alors c'est un américain il me semble, David Biesner, avec ici La Chute libre, qui est un très bel album, et c'est un album sans parole. On n'a que du dessin, ça raconte le rêve d'un petit garçon, et je pense que Chute libre, ça désigne sans doute ce moment où je pense qu'on a tous petits vécu un petit peu cette sensation, c'est au moment où l'on s'enfonce dans le sommeil, on a l'impression de tomber mais sans qu'il y ait de sol en fait, de tomber à l'infini. Et la particularité c'est que donc il n'y a pas de texte, c'est un album sans parole, et en fait on pourrait détacher chaque page de l'album et les mettre les uns à la suite des autres, ça ferait une frise continue. Donc là on voit la couverture et ça nous donne... La couverture se poursuit, ça donne un paysage. Attention à l'échiquier, gna. Et puis là, on arrive sur un dragon. C'est un très bel album, j'aime bien. Voilà, et j'en ai pris 2 autres. Alors, Max et son art, j'aime moins. Par contre, j'aime bien celui-là aussi, Les 3 cochons. Où là, c'est les cochons qui reprennent le pouvoir sur leur histoire. Bon, j'ai l'impression que ça pourrait être plus apprécié par les adultes pour le coup, mais je sais pas, enfin mieux compris par les adultes que par les enfants. Et un album sur lequel je suis tombée et que j'aime beaucoup, de Timothée de Fombelle et Héloïse Scherer. Le texte ainsi bien que le dessin sont magnifiques. Et donc là on suit une petite fille qui a en permanence au-dessus d'elle une bulle noire, qui sont sans doute toutes ces pensées noires qui la harcèlent et qui ne la laissent jamais tranquille. Et en fait, à un moment donné, la petite fille va prendre les devants, prendre des initiatives pour affronter en fait ses peurs et ses angoisses. Et en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte, une fois qu'elle va vraiment affronter ses peurs, qui est incarnée dans un monstre effrayant au possible, qu'en fait, ce monstre, finalement, il n'avait peut-être besoin que d'un gros câlin. Donc, voilà, c'est trop beau. Et alors là, bah pareil, c'est des magazines que j'ai accumulés en me disant je vais être professeur, ça va être sympa, toujours pareil. Alors Pompéi, j'en ai en veux-tu, en voilà. J'aimais bien aussi les magazines un peu pour enfants, du style Archéos Junior. J'aimais trop ces trucs-là. Vous voyez ?
à l'école de la Grèce ancienne, la danse dans l'Antiquité, Spartacus. Moi j'aimais trop ces trucs-là. Et enfin, et après on en aura fini, on va jeter un coup d'œil très rapide sur les BD que j'ai. Donc j'ai du coup cette étagère-ci, et j'ai cette étagère-là. Voilà. Bon. Ouh, c'est le bazar. Ne regardez pas. Alors, donc, j'avais commencé une collection sur De Cap et de Croc, qui met en scène, donc je vous en avais parlé je pense dans mes objectifs de lecture, qui mettent en scène un renard et un loup, avec beaucoup de références littéraires, très amusant. Ensuite j'ai j'ai quelques albums de Catherine Meurice. Alors dans Le Pont des Arts, Catherine Meurice s'intéresse aux amitiés entre artistes et surtout entre peintres et écrivains. Et il y en a pas mal en fait de ces amitiés, et c'est sympa. Et toujours avec son humour si caractéristique. J'avais commencé les Alix, mais bon, j'aime pas trop. En fait, ce que j'avais préféré, c'est les Jeux Olympiques. En fait, c'est une BD thématique, mais qui est plutôt une BD pédagogique, avec, encore une fois, plein de représentations. Voilà, je vais arrêter, parce que là, j'en parle trop. Je pense que potentiellement, je peux vous embêter. Une autre BD de Catherine Meurice, c'est La Légèreté. Elle a échappé au massacre de Charlie Hebdo, tout simplement parce qu'elle a eu une panne de réveil. Et c'est ce qui l'a sauvée. Suite à ce traumatisme, en fait, elle a du mal à remonter la pente, parce qu'elle comprend pas pourquoi elle a survécu finalement, la vie ne tient à rien. En fait, la légèreté, c'est la légèreté qu'elle a perdue et qu'elle souhaite retrouver. Et ça va être une quête qu'elle va mener en essayant de se raccrocher à ce qu'elle aime, et ce qu'elle aime, c'est l'art. Retrouver en fait ses émotions qu'elle a perdues suite à ce drame. Et c'est une BD qui est très très belle. Ici, encore un album sans parole. Là, c'est l'histoire d'amour, en fait, entre une Bretonne et son mari marin, que j'ai bien aimé. Un océan d'amour. J'aime beaucoup les jardins, et bientôt je vais en avoir un, donc cool. J'aime beaucoup les jardins, la nature, les fleurs, les petits animaux, tout ça. Et donc, j'étais super contente de tomber sur l'Oasis. Petite jeunesse d'un jardin biodivers. En fait, c'est l'histoire de l'auteur, qui est auteur-dessinateur, Simon Hureau, qui a acheté une maison avec un grand jardin, et il décide de transformer le jardin de façon à en faire un jardin qui accueille la biodiversité. Et donc on suit ses expériences, ses ratés, puis ses réflexions aussi, et ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez d'autres références dans ce goût-là, je suis très très preneuse. J'ai fait des recherches, j'en ai repéré quelques-uns, je crois, qui pourraient répondre un peu à cette envie-là que j'ai. Et c'est très beau, moi j'aime bien. Voilà. Donc j'aime bien en fait aussi, c'est parce qu'il fait un peu le plan de son jardin de départ et ce que ça a donné à la fin. Donc là on a sa maison, il arrive dans sa maison, et donc là il nous fait un plan de ce à quoi ressemble son jardin. Puis à la fin on a ce que ça a donné après en fait. Puis parfois on a des petits points sur les insectes qu'il découvre dans son jardin. Ah, j'aime trop. Suivre des projets comme ça, en dessin, c'est trop bien.
Une autre BD de Catherine Meurice que j'aime bien, et qui est un peu aussi en rapport avec la nature même, Les Grands Espaces. Quand elle était petite, ses parents ont déménagé en pleine campagne. Alors, les filles, la campagne sera votre chance, ont dit les parents. Catherine Meurice a donc passé son enfance au grand air. Sous ses yeux, un chantier, une vieille maison à rénover, des arbres à planter, un jardin à créer. J'adore toutes ces thématiques. Des rêves à cultiver. On laboure, on bouture, on plante un rosier provenant de chez Montaigne, un figuier de chez Rabelais. On observe le tumulte du monde, les mutations de l'agriculture, la péri-urbanisation du monde rural. Avec l'humour qu'on lui connaît, Catherine Meurice compose un poème malicieux dédié à la campagne, où a germé sa vocation de dessinatrice. Les grands espaces, comme la légèreté, son précédent album l'atteste. La nature et l'art, tout ce qui pousse, tout ce qui vit envers et contre tout, seront une chance. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas tout lu de Catherine Meurice, il me reste à lire notamment La jeune fille et la mer, je crois. Ah, une autre BD que j'aime bien sur le thème de la nature, c'est Hubert Reeves. Alors là, je n'ai que le tome 1 pour l'instant. Hubert Reeves vous explique la biodiversité. Et j'ai appris quelques trucs quand même, hein. C'était intéressant, j'aime bien. Le plus sympathique des astrophysiciens nous entraîne dans un voyage surprenant qui nous fera comprendre l'importance de la protection des êtres vivants. Ah, et puis là, je peux vous parler également un petit peu des Yoko Tsuno. Rapprochons-nous. Ça, c'est les vieux Yoko Tsuno de ma mère. Et j'ai commencé à me procurer des intégrales. Enfin, il y a longtemps, hein. J'aime bien Yoko Tsuno. Je trouve ça chouette. Ça a été ma lecture après mon échec à l'agrégation. J'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à rien faire. J'arrivais plus à regarder un film de bout en bout. Et la seule chose auquel j'arrivais à me raccrocher, c'était les BD en fait. Voilà. Et bien en dessous, nous avons tous les Astérix. Oh, parce que comme je range n'importe comment, nous avons encore un Catherine Meurice que j'aime énormément, c'est Mes hommes de lettres. C'est très bien, c'est un petit précis de littérature française. Chez Catherine Meurice, les grands auteurs de la littérature française du Moyen-Âge à nos jours font eux-mêmes leurs promos. Loin des bancs de l'école, ils se racontent librement et livrent avec humour les clés de leurs œuvres. Et tout ce petit monde chahute dans la joie, la bonne humeur et l'amour de la lecture. Donc si jamais en fait vous n'êtes pas trop BD, que vous aimez la littérature française, etc., ça peut être une bonne porte d'entrée dans la BD. J'aime bien le dessin de Catherine Meurice et puis il y a plein d'anecdotes sur les auteurs. Et puis il y en a qui me font beaucoup rire. Allez-y, hein, Catherine Meurice, c'est trop bien. Un souvenir d'enfance, j'étais fan des volcans, voilà, c'était SVT 5ème, tout ce qui était volcans, séismes, catastrophe naturelle quoi, ça me fascinait. Bon là c'est un livre que je n'ai pas lu, il faut que j'essaye de le lire, Chevalier, moine et paysan, donc c'est une BD documentaire sur le Moyen-Âge. Ça j'ai bien aimé. Le journal de la famille presque zéro déchet. Si jamais vous êtes dans une démarche de réduction de vos déchets, ici on suit l'expérience de cette famille qui a tenté donc de réduire ses déchets. Ensuite il y a les Torgal, j'aime bien les Torgal. Alors, ça c'est la BD Torgal Louve. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon chat, en référence à cette petite fille un peu sauvage qui grandit dans la forêt. Alors ce que je trouve amusant dans Torgal, c'est qu'on voit vraiment l'évolution des dessins, parce que dans les premiers, toutes les nanas ressemblent à Brigitte Bardot. Voilà. Je trouve. En tout cas, ça m'a marqué. Je me dis, mais on voit que ça a été écrit à une certaine époque. Alors ici, donc l'âge d'or. J'arrive plus à savoir si j'ai lu le tome 2 ou pas. Splendide. Oh, c'est trop bien. Alors j'aime beaucoup le film Podane. Donc j'ai un livre sur Podane. Parce que j'aime bien un peu les... En fait, j'aime bien les effets spéciaux dans le temps. Voilà. La sagesse des mythes, la collection dirigée par Luc Ferry. Donc j'en ai pas mal. Donc là, une grosse bête que je n'ai pas lue, Et l'homme créa les dieux. Pourquoi existe-t-il des religions dans le monde? Ont-elles une origine commune? Pourquoi les gens sont-ils croyants? Nous sommes ici face aux interrogations les plus fondamentales, les plus intemporelles et peut-être les plus cruciales pour l'avenir sur les hommes. À ces questions brûlantes, Pascal Boyer apporte des réponses concrètes en s'appuyant sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie, en biologie de l'évolution. Cette approche croisée permet non seulement de comprendre enfin pourquoi la religion existe, mais aussi pourquoi la force de ces croyances peut pousser les hommes au don de soi, mais aussi à l'intolérance et au fanatisme. Bouleversé par cet essai qui a changé son regard sur les croyants, Joseph B. en livre une adaptation graphique remarquable. J'ai essayé de le commencer, c'est très dense, hein, donc j'ai l'impression qu'il faut s'accrocher. Béatrix Potter, ces jolis dessins, le conte de Pierre Lapin.
Le bal des folles. J'aime bien cette... Enfin, c'est la seule de cette collection que j'ai lue, mais Olympe de Gouges. On a toute son histoire ici. Une BD que j'ai bien aimée aussi, mais je ne saurais pas non plus vous la résumer. Stupor Mundi de Négib. Les Pouilles, donc ça c'est une région d'Italie. Les Pouilles, fin du Moyen-Âge. Un mystérieux château abrite les esprits les plus éminents de la chrétienté. Hannibal Kassim El Batouti, fuyant Bagdad avec sa fille Oudé et son esclave El Ghoul, pense y trouver le soutien nécessaire pour achever Beit el-Dav, je sais pas comment on dit, une invention extraordinaire. Mais les hommes de son temps sont-ils prêts à accepter l'inconcevable? J'avais bien aimé cette BD. Les merveilles de l'Antiquité, les grandes découvertes archéologiques. Donc là, un magnifique livre très encombrant. Waouh, il faut que je fasse les poussières. Mais là, on a de sacrées images. Alors l'art crétois, c'est peut-être celui que je préfère. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Les couleurs, tout. Enfin... Et enfin, j'ai toute une collection qui m'a été offerte par ma mère. Une collection sur l'histoire de l'art, dirigée par Le Figaro. Et donc ça commence, donc là il y a 14 tomes. Et ça commence par l'art égyptien, c'est signé avec l'Afrique. Voilà. Voilà, j'en ai enfin fini avec le tour de mes bibliothèques et vous montrer un petit peu de quoi mes bibliothèques sont composées, de quel type de livres. Et maintenant, la mise en carton. Souhaitez-moi bon courage.